On est good? C'est bon? Ok. Du coup, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de cybersécurité aujourd'hui. Pour rester dans le thème de la conf de manière générale, on va essayer de rester sur tout ce qui est DevOps sur cloud, et du coup voir les enjeux que ça a, la cybersécurité par rapport au DevOps. Qu'est-ce que ça implique aussi, la sécurité par rapport au DevOps. Et après, du coup, on va parler aussi un peu de cloud, les enjeux que ça a. Pour faire une rapide présentation, mon pseudonyme plus communément c'est Léo FVO. Je suis pentester chez Devency Cybersecurity. Donc en deux mots, la boîte c'est un pure player en cybersécurité. On fait de l'audit, du pentest, ce qu'on appelle du SOC, donc qui est plus le côté défensif où on manage de l'infra, on fait de la défense sur l'infra. Et moi pour ma part, je suis en côté Red Team, ça veut dire que je fais que de l'attaque. Voilà, je suis payé pour pirater des clients et des infrastructures et en faire après un audit de sécurité. J'ai pas mal d'informations sur mon site directement perso, leofvo.me, sur ce que je fais ou ce que j'ai fait, les recherches en cybersécurité que je fais. Il y aura peut-être la rediff du talk du coup dessus aussi. Et, après, pour tout ce qui est contact, voilà, mon email c'est contact@leofvo.me. Et je pense que ça sert à rien que je parle trop de moi. Donc on passe au vif du sujet. Donc je propose qu'on aille sur quatre grands axes. Déjà, on regarde un peu ce que c'est le DevSecOps, comment c'est né, qu'est-ce qu'il y a eu avant, et du coup, qu'est-ce que c'est grosso modo, ça implique. Après, on se fait un petit point sur, du coup, dans notre pipeline, qu'est-ce que c'est qu'on appelle une pipeline qui est sécurisée et comment on le définit. Et en 3, du coup, on voit, maintenant qu'on sait à peu près ce qu'il faut faire, comment on le fait concrètement. Ça sera un petit peu plus technique sur ce niveau-là, mais pas une technicité non plus énorme. Et en 4, du coup, pour se faire un peu kiffer tous, on va faire une attaque en live sur un cluster cube. Et, donc assez basique, assez guidé, parce que forcément c'est une démo et sur un truc que je maîtrise un petit peu, mais l'idée c'est de comprendre un petit peu tout ce qu'on aura vu avant, les impacts que ça a. Donc pour commencer, en parlant du DevSecOps, il faut revenir à la toute base, donc on est sur les années 1970 grosso modo. Et on a le tout premier modèle d'organisation au sein des entreprises. Alors, on prendra grosso modo les entreprises qui font du développement et du service. Donc le modèle qui est à ce moment-là, il n'y a que ça quasiment, c'est ce qu'on appelle le waterfall model. Le concept, il est assez simple. Chacun a son job, chacun fait son job, et celui d'après, il fait pareil. Et du coup, quand il y a une merde, généralement, c'est toujours la faute du mec d'avant. Et donc ça, en fait, ça marche à l'époque, parce que bon, il n'y a pas forcément beaucoup de trucs. Et on est sur des complexités qui sont un peu différentes d'aujourd'hui, sur tout ce qui est le développement. Et du coup, bon, on est sur ce truc-là où c'est full linéaire, séquentiel. Et en fait, le problème, c'est qu'avec les années, quand on commence à évoluer sur les architectures, tout ça, sur les applications, on se rend compte que vite fait, on devient un peu inefficace, pas très flexible. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait des matchs de tennis en interne où chacun s'envoie la balle en mode c'est ta faute. Et bon, on cycle comme ça et on n'avance plus, quoi. Du coup, au niveau de ce truc-là, à un moment, les mecs se sont dit, bon, cette organisation est pas ouf, on va essayer de voir un truc qui est un peu plus fiable et tout. Et là, on fait apparaître ce qu'on appelle le modèle agile. Donc normalement, grand nombre ici connaissent ce qu'est le modèle agile, qui est né avec le manifeste agile. Et grosso modo, l'idée, c'est qu'on se dit, plutôt qu'avoir une cascade en une ligne et que chacun après se fasse sa guerre, là, on va essayer de faire un truc qui est un peu plus itératif, où du coup, on a chacun qui est un peu dans la boucle, dans la visibilité de l'application, qu'est-ce qu'on vise à faire. Et on a aussi des feedbacks clients qui sont bien plus simples à avoir qu'avec du waterfall, parce que du coup, c'est pas, il y en a un après l'autre, après l'autre. Là, on peut à chaque fois, on fait une petite itération, on demande OK, le feedback, c'est bien. Ça permet d'être déjà un peu plus flex sur tout ce qui est l'orga, sur le développement aussi. Ça simplifie pas mal tout ce qui est la négociation, du coup, forcément avec le client. Et c'est une sorte de nouveau plan. On essaye vraiment de former nos équipes à travailler avec une technique qui est cette technique agile. Donc ça, c'est bien, ça marche, c'est encore utilisé de nos jours. Mais là, maintenant, on commence à tendre vers un truc qui est encore un peu au-dessus. En termes d'organisation, c'est plus la même manière, on va dire, de voir l'organisation. Et c'est le modèle qu'on appelle donc DevOps. Donc DevOps qui est plutôt une philosophie, une culture sur comment on instruit à nos équipes justement ce truc-là, la culture d'entreprise, du comment on développe une application, comment chacun interagit avec ses collègues. Et on essaie de ne pas avoir la petite boucle à chaque fois, mais plutôt on a un développement continu. Les clients en continu, ils savent l'application où elle en est, qu'est-ce qu'ils font. Et on a ce truc-là.
c'est beaucoup plus efficace, en tout cas avec les applications de nos jours et comment elles sont faites. Ça permet aussi de construire vraiment, voilà, du coup, ce qu'on appelle maintenant la philosophie DevOps, et qui est très buzzword, mettez-le sur le CV. Et après, on a du coup forcément beaucoup moins de matchs de tennis entre nos QA, nos développeurs, nos sysadmins, parce que du coup, chacun comprend à peu près maintenant les enjeux de l'autre. Chacun est à même d'aider souvent les deux personnes avec qui il a des interactions. Et ça nous fait apparaître du coup pas mal de trucs qui sont super intéressants, notamment tout ce qui va être la CI/CD du coup avec les outils, tout ce qui va être l'infrastructure as code, tout ce qui est les architectures microservices aussi, ça aide vachement. Alors je dis pas que c'était pas possible avant avec les autres modèles, hein. C'est juste que je pense que ça aurait été un peu plus compliqué avec du waterfall. Et après on a voilà, tout ce qui est aussi la question de se mettre du monitoring, mettre de l'orchestration. Et du coup ce truc là c'est sympa. Et ça commence à mettre en évidence un truc qu'on appelle le shifting left, qui est en fait, avant on faisait nos tests à la fin, c'est-à-dire on faisait toute notre application développée, et à la fin on se posait la question, bon, est-ce que ce qu'on a développé c'est ce que voulait le client, est-ce que ce qu'on a développé c'est sécurisé, et on teste tout au moment où c'est sur de la pré-prod ou sur de la prod directement, même pour les plus fous. Et là on se dit, ok, maintenant qu'on a ce truc là où c'est full itératif, qu'on comprend ce qu'on fait, on a la visibilité sur ce qu'on fait, on peut se poser des questions en fait au tout début. Au moment où on fait le design, au moment où on fait l'implémentation de notre application, là on se pose la question, on fait nos tests en fait de qualité, on fait nos checks en avance si ça fit bien avec ce que le client veut. Et ça paraît tout con parce qu'aujourd'hui c'est un peu ce qui se passe normalement sur les entreprises pour ceux qui ont une activité là-dedans. Et vous l'observez, mais avant voilà, c'était vraiment l'inverse. C'était au moment où on avait déployé que c'était en production où là on se rendait compte, ah mais le truc en prod c'est pas du tout ce qu'a demandé le client. C'est le client qui te le dit et là tu es dans la merde après. Mais on va voir plus tard pourquoi. Du coup, pour résumer sur tout ce qu'est le DevOps, il faut se dire, voilà, DevOps c'est super, c'est la révolution, ça minimise nos risques en tant qu'équipe, en tant qu'entreprise aussi, si on est une entreprise de prestation, de services. Ça nous permet d'automatiser les process, on fait des trucs de ouf, et en plus on travaille moins sur le papier, et on a plus de visibilité sur tout ce qu'on fait, c'est cool, on aime tous notre job. Et là-dedans, on se pose souvent le truc de la sécurité. Est-ce que c'est le petit truc en plus où ouais, c'est cool si on l'a? Ou en fait, est-ce que c'est vraiment la must-have feature? Et du coup, ça devrait être pas forcément au cœur de ce qu'on fait, mais ça devrait être vraiment une question qui se pose et qui fait partie intégrante de nos processus. Et c'est là où on donne naissance du coup au DevSecOps, qui est grosso modo, si on devait prendre un DevSecOps, voilà, c'est le mec de la sécurité, et dès qu'il y a un problème de sécurité, c'est de sa faute, tant pis pour lui. Alors ça, bien sûr, sur le papier, c'est ce qu'on évite de faire. Après, c'est pas forcément ce qui n'arrive pas du coup, mais le DevSecOps, c'est de dire, ok, on a l'approche, comme la même logique que DevOps, où c'est de la culture, c'est une philosophie, là on a l'approche et la philosophie de se dire, on va essayer de mettre les notions de sécurité sur ce qu'on fait, on va essayer en fait de partager la responsabilité avec nos équipes, et que chacun voilà, comprenne un petit peu le sens qu'il a, qu'est-ce qu'il apporte lui dans l'application en termes de fonctionnalité et en termes aussi de sécurité, à quoi il sert, qu'est-ce qu'il peut faire à son échelle pour aider. Et du coup, on essaye de mettre vraiment une culture sur le truc où la sécurité, ça va être un peu le truc de tous les jours, et ça ne doit pas être le truc où seuls les gros barbus de la boîte ou l'équipe sécurité qui est tout sur le côté va faire, mais tout le monde essaye de se poser la question. En tout cas, ça, c'est pour du DevSecOps. Et du coup, sur tous ces aspects-là qui sont DevOps, DevSecOps, en tous les cas, il y a un truc qui ressort, c'est que c'est la culture qui est la clé. C'est en partageant la responsabilité et en essayant de donner le max de visibilité à tout le monde qu'on arrive à créer quelque chose en fait, où ça devient un flow naturel. Et je pense que c'est à ce moment-là où on a vraiment un truc qui est intéressant. Du coup, en termes de challenge, pour un DevSecOps à proprement parler, quand on arrive et qu'on se dit, OK, c'est quoi typiquement les missions qu'il va avoir notre DevSecOps, généralement, on peut avoir le mec qui, on se dit le DevSecOps, c'est juste le mec qui fait monter de version quand il y a des trucs, ou le mec qui va nous faire chier dès qu'il y a un problème de sécu. Mais en fait, tu as quand même pas mal de challenges qui sont intéressants. Déjà, c'est d'éviter d'avoir tous les security silos qu'on appelle. Donc c'est typiquement le même on fout le mec de la sécurité sur le côté, et tu as toute l'équipe DevOps qui ont fait tout un travail pendant 30 ans pour être soudés et communiquer, et puis là, tu as le mec de la sécu qui lui est sur le côté, on ne lui parlera pas. Donc ça, c'est à éviter, c'est essayer vraiment de rentrer dans la team, essayer de comprendre la team, et essayer de bosser avec eux, leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour à chaque fois mettre des bâtons dans les roues quand ils développent. Après, on va avoir tout ce qui est la priorisation et la visibilité du coup sur l'application, parce que forcément les mecs, les DevOps,
s'ils ne se sont jamais posé ces questions-là, bah, eux, c'est pas dans la priorité, les failles de sécurité, c'est pas leur truc, quoi. Ce qu'ils veulent, c'est shipper, c'est que le client il soit content. Et du coup, les notions qu'on doit avoir un petit peu à amener cette sécurité et essayer de prioriser la sécurité par rapport à la feature. Et après, ouais, le gros challenge, c'est tout ce qui est les processus, on va dire, un peu stricts, où il n'y a pas forcément beaucoup de flexibilité parce que c'est comme ça, et parce que tu n'as pas ton mot à dire, et parce que si, et parce que ça. Et essayer de faire comprendre aux gens pourquoi ça bloque, et pourquoi ça ne devrait pas bloquer, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter sans que ça vous fasse trop chier et tout. Et là, du coup, on arrive vraiment sur la notion de culture où il faut qu'on essaye de foutre de l'autonomie au team en termes de sécu. C'est-à-dire que vraiment, en termes de sécu, on leur apprenne, bah voilà, vous avez ça à faire, vous avez ci, et mettre une autonomie et de la visibilité du coup avec les outils qui vont être mis en place pour de la sécurité. Tout ce qui peut en fait rentrer dans le domaine de la sécurité, se dire qu'est-ce que je peux donner aux équipes, qu'est-ce qu'ils pourraient arriver à faire tout seul, et en fait, tu n'as pas besoin d'être un expert sécu pour arriver à faire quelque chose à ton échelle. Et mettre cette visibilité, cette transparence, ça c'est important. Un exemple tout con, mais souvent le DevSecOps ou RSSI, tout ça, il va avoir son outil qui va scanner la sécurité, puis il va te prendre un rapport où il y a 300 000 lignes, et tu es là en mode, voilà, tu as 300 000 lignes de sécurité, tu lis le rapport et tu fais ce que tu veux. Mais en fait, le dev, ça se trouve, il n'en sait rien, il ne sait pas ce que c'est, et il ne comprendra pas, et il ne sait pas où est le problème, parce que ton rapport, il a juste dit il y a un problème, mais il n'a pas dit forcément où. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de prendre dans l'autre sens, et dire, bah, moi, j'ai un outil qui me dit, bah, dans tel truc, telle ligne de code, ça me paraît pas safe parce que s'il fait ça ou quoi, et donner la vision sur cet outil-là à notre développeur pour qu'il puisse aller voir de lui-même, aller comprendre de lui-même pourquoi le mec il dit que là c'est pas secure. Ah ouais, ok, j'ai compris, il ne faut pas appeler directement une commande système en PHP, c'est pas safe, ou en tout cas il faut bien sanitize avant. Et du coup, bien sûr, après on a aussi le gros enjeu qui est plus de l'humain, quoi. Il faut essayer de comprendre les équipes, essayer de comprendre, bah, ok, qu'est-ce que le développeur ou l'ingénieur il comprend comme une faille de sécurité, c'est quoi pour lui. Du coup, forcément, qu'est-ce qu'il ne sait pas, et qu'est-ce qu'il identifie lui comme un risque, et qu'est-ce que ça implique pour lui qu'il y a un risque sur l'application, est-ce qu'il comprend vraiment ce que c'est ou pas. Et après, du coup, comment il priorise, comme on l'a dit, pour comment nous, on peut apporter ce petit truc-là, on a juste un facteur en plus dans la priorisation. Tout ça, du coup, on a une notion, voilà, DevSecOps, son enjeu, c'est mission. Et la question qu'on veut vraiment se poser, c'est du coup, comment maintenant qu'on a ce truc-là, on définit notre pipeline sécurisé. Alors j'essaie d'avoir une approche qui est un peu plus compréhensible dev ou ops, plutôt qu'aller sur un mec expert sécu, parce que je pense que ça n'a pas d'enjeu sinon. Et du coup, nous, en termes de développeurs ou ops, qu'est-ce qu'on doit essayer de comprendre dans mettre une pipeline sécurisée, les enjeux que ça a. Déjà, il faut partir d'un schéma qui est assez simple. C'est le coût relatif que ça a de fixer des problèmes. Alors, voilà, si on prend notre ancien truc, on a dit c'est cool, il y a eu le shifting left, les mecs qui font les tests au début, bah, c'est sympa parce que quand on voit le schéma, on se dit que quand tu te rends compte qu'il y a un problème et qu'il faut le fixer, si c'est au moment du design, ça te coûte quasiment rien. Donc on va dire que c'est négligeable. Si tu te rends compte au niveau de l'implémentation déjà que tu as un petit problème de sécu ou quoi, bon, c'est un peu plus coûteux déjà, tu es à 6,5 on va dire, par rapport si c'était du design. Si tu t'en rends compte au moment des tests, c'est bien, c'est moins coûteux, mais c'est quand même coûteux. On est sur du 15 à peu près. Et à partir du moment où tu pars sur de la maintenance et que c'est sur ton application, que ce soit en QA, en prod, tu t'en rends compte, là déjà tu commences à manger souvent le double de temps, ou double de coût en tout cas pour ce qui est de fixer ta vulnérabilité. Forcément, avec ça, du coup, on essaie de se dire, il faut définir un flow, il faut essayer de comprendre et d'avoir ce truc-là, d'arriver à scoper rapidement, en fait, et dès le début, qu'est-ce qui va être un problème de sécurité. Pour ça, il y a un truc qui a été créé qui s'appelle le Secure Software Development Lifecycle, qui est assez simple, 4 étapes. Et 4 étapes, on a à peu près fait une bonne mesure. C'est, en premier, on définit qu'est-ce que c'est un risque. Pour nous, pour notre entreprise, pour notre application. Ça, après, ça dépend un peu du cœur de métier, forcément. Quand on a défini ce que c'est un risque pour nous, forcément, on peut se dire, on définit notre threat modeling. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que nous, à quoi on fait attention en tant que cybersécu sur nos risques et comment on couvre nos risques, comment en fait on réduit un peu l'impact que pourrait avoir une vulnérabilité.
Après, on met généralement en place des outils directement de code scanning ou de review. Et quand tout ça passe vraiment dans la pipeline, on est sur de la prod. Et à ce moment-là, généralement, on demande des tests de pénétration ou quoi. Et à ce moment-là, moi, j'interviens et généralement, je sors des trucs. Voilà, c'est intéressant. Et après, du coup, il faut repartir dans la boucle. Voire des fois, ça implique de mettre à jour aussi ce qui a été défini avant. Moi, je propose qu'on regarde un peu comment on peut rapidement définir pour notre application. Donc, chacun peut prendre son application ou un truc de son entreprise, il n'y a pas de souci. Et comment on pourrait définir un SDLC flow. Déjà, le risk assessment, basique, 3 étapes, en vrai, ça se fait. On liste les facteurs de risque qu'il y a sur notre application. On détermine qu'est-ce qu'on pourrait bien nous vouloir sur notre application, que ce soit, j'en sais rien, sur une application de finance, bah, les mecs, ils ont envie de gratter notre pognon, quoi. Ça paraît évident. Si on est sur le gouvernement, peut-être qu'on va vouloir voler des cartes d'identité ou j'en sais rien, ou ça va être corrompre les utilisateurs ou faire de la pression. Et après, ça dépend du coup forcément voilà, de ce que fait notre société. Et du coup, en 3, ben, on map un petit peu par rapport à ce qu'on a, nous, comme valeur à protéger tout ça. Quels seraient les potentiels points d'entrée sur nos applications? Par exemple, est-ce qu'on a un site web? Est-ce qu'on a des serveurs qui sont ouverts? Est-ce qu'on a, j'en sais rien, une API? Il peut y avoir pas mal de points d'entrée. Et là, quand on a défini à peu près ça, on a un risk assessment, c'est clean. Généralement, on verra apparaître les niveaux qui sont le low, le medium, le high, le critical. Ça ressort en pentest typiquement, mais ça ressort aussi du coup. Au moment où on veut un peu mesurer les niveaux de sévérité qu'on a sur nos trucs, généralement, on parlera avec des niveaux plutôt comme ça, quoi. Après, il y en a qui font avec des chiffres, mais ça, c'est les goûts, les couleurs. Pour ce qui est du threat modeling, il en existe déjà. Je parle des 3 principaux, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est juste une sorte de formalisation de qu'est-ce qui affecte la sécurité de notre application, quoi. Alors, il y en a qui vont être sur du stride, c'est-à-dire qu'ils vérifient en pro. Enfin, c'est pas forcément dans un ordre de c'est le plus important en haut, hein, c'est juste de manière générale et c'est plus séquentiel dans les étapes. On vérifie, ok, est-ce qu'on peut se faire usurper? On vérifie, est-ce que le mec il peut modifier notre donnée? Quels impacts ça pourrait avoir du coup? Ensuite, on regarde s'il n'y a pas de l'information disclosure. Ça arrive très, très souvent malheureusement. Mais du coup, est-ce que notre application n'est pas un peu trop verbeuse, quoi? C'est débile, mais sur une application web, ça ne sert à rien de dire dans les headers que notre application c'est du PHP ou du Python. Ça va juste aider, à la limite, le mec qui veut attaquer, bah, ça va l'aider, il n'a pas besoin de se poser la question. Mais ça ne sert pas à grand chose de le dire. Donc ça, c'est typiquement l'information disclosure très basique, mais les gens, ils n'y pensent pas. Tout ce qui est la notion de déni de service, du coup, bah, est-ce que notre application, si on la fait tomber, qu'est-ce qui se passe? Et déjà, est-ce qu'on arrive à la faire tomber ou est-ce qu'on a mis des processus pour protéger? Et après, qu'est-ce qui se passe quand le mec il a un accès? Est-ce qu'il arrivera à monter plus haut que les droits qu'il a déjà? Est-ce qu'il peut faire ça en boucle et monter super haut à un moment? On a après le dread qui est du coup, on regarde là, le dégât, si c'est reproductible, si c'est exploitable, qui ça affecterait et par où ça pourrait être découvert. Et le PASTA, le PASTA, ils se sont pas trop fait chier, on va dire, sur les acronymes, et du coup, ils ont mis un peu pas n'importe quoi, mais ils se sont pas posé les questions, quoi. Donc, ils ont dit, on définit les objectifs, les scopes techniques, après, on décompose, on analyse, du coup, comment le mec il pourrait faire. On fait notre threat analysis, du coup, par rapport à ce qui a été défini dans surtout nos risques, en fait, assessment avant. Et après, du coup, on regarde, ok, quelles sont les vulnérabilités qui nous impactent vraiment et quel impact ça a réellement sur ce qu'on fait. Généralement, le PASTA, c'est plus une approche business que technique. Dread et Stride, c'est assez technique quand même. On se pose les questions sur sur la base qu'il faut que ce soit des solutions techniques. PASTA, c'est plus, on essaye de voir financièrement et dans le business de l'entreprise ce qui se passe. Donc ça, soit on peut en choisir un, soit on se fait soi-même son truc. Ça, c'est pas... Il n'y a pas de règle en or, on va dire. Après, on peut avoir du coup le code scanning, le review. Alors ça, on en entend souvent parler. Waouh, ça réveille. On entend souvent parler. Donc, il y a plusieurs méthodes de code scanning. Là, je passe sur les 4 principales. Et donc, on a le SCA qui est en gros, on va analyser les dépendances de notre application. Typiquement, si on est sur du Node, on regarde les paquets NPM. Si on est sur du Go, on va regarder les dépendances Go. Si on est sur du Ruby, on regarde les gemmes. Sur du Python, les requirements. Et du coup, on fait vraiment juste du scanning de tout ce dont dépend notre application. Ça, c'est très utile, surtout pour quand on utilise beaucoup d'open source ou quand on est nous-mêmes open source, parce que du coup, ça implique qu'on pourrait se faire juste démonter notre application parce que quelqu'un d'autre s'est fait démonter son application avant. Et en vrai, c'est chiant, parce que c'est pas de notre faute, mais c'est quand même un peu de notre faute, on aurait pu le voir. On a le Static Application Security Testing.
qui est du coup, on lui donne le code, brut, hein, pas compilé ou quoi, vraiment on lui donne juste le code source, quoi, et lui il regarde dans le code source ce qu'il trouve, il regarde s'il y a des trucs, ouais, il faut éviter, s'il y a des trucs, c'est des vulnérabilités déjà connues, en fonction des langages, tout ça. C'est intéressant à voir, mais c'est pas dur à avoir, par contre, c'est très très verbeux, donc généralement, enfin, ça c'est vraiment, toute cette partie-là, c'est un peu, tout le monde dit ouais c'est trop bien de l'avoir, mais quand tu l'as en fait, tu as juste envie de l'enlever, parce que du coup tu te rends compte que tu peux pas traiter tout. Et du coup, ça, typiquement, c'est vraiment le truc qui est verbeux. Après, le DAST, même logique, sauf que cette fois, on est sur du dynamique. Ça veut dire qu'on va lui donner soit le binaire et il teste directement sur le binaire, soit par exemple sur une appli web, bah, là, ça va être un petit browser headless qui va aller sur l'application et tester, quoi. Il va tester sur les champs input, il va tester sur les pages de login, s'il ne trouve pas des trucs, il va mettre des injections de code un peu partout. Et en fait, il teste tout et n'importe quoi techniquement. Et bon, des fois, c'est un peu plus ciblé quand même. Et après, il ressort pareil, généralement un truc très très verbeux, avec tout ce qu'il a trouvé. Et il y a beaucoup de faux positifs, beaucoup de faux négatifs, il faut faire attention. Et du coup, on a l'IAST qui est un peu le meilleur des deux mondes, mais du coup, vu que c'est le meilleur des deux mondes, c'est 10 fois plus compliqué que le reste. C'est Interactive Application Security Testing. Et là, on va mettre un petit processus, on va dire, en sidecar sur notre production, ou notre QA, pourquoi pas. Et après, on va avoir une même logique que le DAST, où il y a l'autre côté qui vient et qui teste l'application. Des fois, même, on laisse les utilisateurs tester l'application. Et en fait, ils testent, ils font des trucs, et lui, il analyse qu'est-ce qui est rentré et comment l'application s'est comportée, quoi. Et du coup, il fait vraiment un truc assez interactif où il regarde qu'est-ce qui se passe et tout. Ça, c'est assez intéressant. C'est généralement le SCI, c'est intéressant à voir voilà, dans la CI. Mais après, le YAST, c'est le meilleur par rapport au SAST et au DAST. Et c'est un peu moins verbeux, il y a moins de faux positifs quand même, parce qu'on a vraiment un retour directement sur ce qui se passe. Avec tout ça, du coup, on a défini un petit peu, conceptuellement, comment on fout de la sécurité sur notre pipeline et qu'est-ce qu'on définit comme une pipeline vraiment sécure pour notre application. Mais je pense que c'est intéressant de rentrer sur les côtés un peu plus techniques. Du coup, chacun à son échelle, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire nous pour améliorer notre sécu. Et c'est intéressant, je pense, de voir qu'on n'a pas besoin d'être expert sécu pour contribuer à la sécurité de sa boîte. Sur tout ce qui est, par exemple, du stage de développement, déjà, on peut passer sur des plugins d'IDE qui font directement des checks de sécurité. Alors, plugin d'IDE, c'est pas Copilot, parce que Copilot, généralement, lui, il fait la merde, et après, il faut patcher. Mais il y a des plugins qui existent vraiment, voilà, où il regarde ce que tu marques en temps réel, et après, il check, quoi. Et il te dit, ça, évite, ou ça, c'est deprecated, utilise autre chose. C'est assez intéressant. Le truc le plus standard à mettre et facile, c'est les pré-commit hooks, où du coup, avant que le mec il commit sur le repo de sa boîte, ou sur son repo même open source, ou je ne sais quoi, ça fait un check quand même des trucs de base. Généralement, on vérifie qu'il ne leak pas les secrets ou les accès à la base de données. C'est débile, mais une fois que c'est poussé sur le repo, c'est sur le repo, quoi. Genre, tout le monde l'aura. Et on passe un peu pour un guignol après quand on l'a fait, alors que c'est juste des fois, en fait, justement, il manque un truc là-dessus où le DevSecOps aurait pu passer cette culture. Après, on définit des codings standards. Alors ça, du coup, c'est plus le DevSecOps qui va définir qu'est-ce qu'il faut utiliser, qu'est-ce qu'il ne faut pas utiliser pour notre application. On peut avoir une logique avec le Software Bill of Material là-dedans, mais je n'entrerai pas là-dedans, c'est un peu trop, ça ferait trop long pour le talk. Et après, ouais, on a la peer review. C'est intéressant parce que souvent on se dit la peer review, c'est le mec qui vérifie juste que notre code il marche. Et si ça marche, allez, on merge, on part. Mais en fait, on pourrait très bien avoir de la peer review où c'est un mec qui check la sécurité du code qu'on a ajouté, quoi. Et le mec il vient et peut-être qu'il a plus de notions que nous en sécurité. Et il fait des tests lui où voilà, il regarde juste l'aspect sécurité de l'application. Après, du coup, forcément, quand on a le développement, logique DevOps Cloud, on a envie de containeriser ce qu'on a fait. Donc là, il y a des best practices. De manière générale, on ne fait pas run Docker en route sur la machine, parce que si on prend accès au conteneur, on prend accès à la machine, quoi, ça va de sens. De même, on essaye de ne pas utiliser des images qui ne sont pas de confiance. Donc on va utiliser les images qui ont beaucoup de téléchargements déjà, mais surtout les images qui sont faites par soit des gros groupes, soit directement l'éditeur en fait. Typiquement, une image Nginx, on va la prendre chez Nginx. On ne va pas aller la prendre sur le petit mec qui a 3 pools d'images, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il a foutu dedans. Ou sinon, il faut vraiment auditer l'image et tout. C'est un choix. Par la même occasion, on ne prend pas les tags latest. On essaye de prendre des tags bien spécifiques et tout. Et on fera la montée de version nous-mêmes. C'est un peu plus chiant, mais c'est un peu plus sécure, même beaucoup plus sécure. Parce que le latest, on ne sait jamais ce qui se passe.
Un exemple qui s'est passé avec PHP, PHP 8, bon PHP c'est ça, mais PHP 8 en tout cas, avec 8.1 dev, les mecs ils ont réussi à mettre une backdoor dans les headers et il n'y a personne qui l'a cramé avant que ça arrive en phase de QA, quoi. Donc sur l'environnement de développement, on avait une version de PHP qui avait une full backdoor, c'est-à-dire que toutes les applications qu'il aurait eues étaient backdoorées. Une backdoor, c'est un accès qu'on peut, enfin c'est une sorte de porte dérobée, quoi. On se donne l'accès, on se dit ouais plus tard je pourrais me connecter en faisant telle commande méga chelou que personne ne peut prévoir et j'aurai directement accès à la machine. C'est un peu la logique, on y reviendra pendant la démo. Et après, on essaye de bien isoler les conteneurs, parce que des fois, ouais, il faut que le conteneur run en route parce qu'il y a besoin de permissions supplémentaires ou quoi. À ce moment-là, le meilleur truc, c'est de faire du user mapping. Donc, ça veut dire, on dit que le root sur notre conteneur, c'est pas le root sur la machine, mais c'est un user qu'on a créé spécifiquement sur la machine, avec les permissions dont on a besoin. Comme ça, notre root sur Docker, c'est pas le root de la machine, et normalement, il n'a pas accès à tout. Ça, c'est des bases, en tout cas pour Docker, ce qui est le plus utilisé pour la containerisation. Pour CI/CD, voilà, comme je l'ai dit, intéressant d'avoir du SCA parce que du coup, on teste un peu les dépendances, tout ça. On peut mettre du SAST, mais comme je l'ai dit, c'est super verbeux, donc ça peut être intéressant de l'avoir ou de le mettre juste comme ça et de regarder quelques fois, ou essayer de commencer à filtrer vraiment sur ce qu'on veut checker comme vulnérabilité. On peut après faire de la signature d'image. Alors je l'ai mis dans la CI/CD, ça concerne aussi du coup la containerisation avant, mais quand on build notre image, c'est la CI qui la signe, on a entre guillemets la sûreté qu'il n'y a que la CI qui signe les images, quoi. Et après, il faut faire le check de l'autre côté, on le verra. Et après, pour le provisionnement des secrets, voilà, plutôt que pusher dans le repo Git les variables d'environnement avec les credentials de BDD, c'est stylé de les avoir dans les environnements GitHub. Ça marche beaucoup mieux d'un coup et c'est beaucoup plus secure. On en arrive du coup, quand on a fait notre petite CI et notre conteneur, on a des questions sur Cube. Cube, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de conneries aussi. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de définir des policies sur notre cluster. Alors ça, il y a des outils qui le font directement, ou ça peut être juste en interne, hein, mais il faut avoir vraiment des trucs où on se dit, voilà, toutes les images que l'on pull, elles ont été signées avec telle clé. Donc typiquement, la clé qu'on a mis dans la CI, hein, et on vérifie du coup que forcément notre image a été build en CI, quoi. Clairement, ça évite que si un mec se fasse péter son compte sur Docker ou quoi, hop, on overpush une image dessus, et à ce moment-là, les mecs ont commencé à tous miner du Bitcoin au cluster, et ça va être un peu bizarre. Et il n'y aura plus d'application. On essaye de mettre aussi du Role-Based Access Control. Donc ça, c'est une feature de Cube directement, hein, c'est intégré. Et du coup, vous pouvez donner des rôles en fonction du titre, entre guillemets, ou de celui qui fait. Et vous pouvez assez atomiquement dire quel rôle a le droit à quoi. Et ça, c'est intéressant et il faut y faire attention. Généralement, on définit des policies vraiment là-dessus aussi. Après, on peut définir une pod security admission. Ça, je ne connaissais pas trop avant que j'écrive le talk, mais du coup, c'était super cool de découvrir. C'est qu'en fait, on peut dire il y a 3 niveaux sur notre pod qui sont un peu les standards qu'a défini Cube. Et en fait, si le pod s'égare un peu trop de ce qu'on avait dit qui était une pod security admission, du coup, on le kill et on le remonte ailleurs, quoi. Ça évite en fait d'avoir des couilles où quand le pod il commence à taper des commandes bash alors que c'est une application web, du coup, on attend le kill, on se dit il s'est fait péter et on cut directement l'attaquant à ce moment-là. Ça, c'est intéressant. Et après, du coup, forcément, on a le service mesh qui est super dur à implémenter, très technique, mais une fois qu'on l'a, généralement, on a vraiment un modèle un peu zero trust où, en fait, chacun de vos pods sur Cube, quand ils veulent communiquer avec quelqu'un d'autre, du coup, il y a un service mesh qui régule. Il y a un service mesh qui check, qui dit non, lui, il n'a pas le droit de parler avec lui, ou oui, lui, il a le droit de parler avec lui, dans ce sens-là, c'est légitime. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, on va le voir dans la démo, mais ça peut vraiment niquer parce qu'avoir l'accès à un pod, c'est pas forcément difficile en fonction de l'application. Mais si on commence à jongler sur tous les pods qu'il y a dans le cluster, il y a un moment où on va peut-être tomber sur un truc où ça va nous donner une porte en or pour faire des trucs. Et enfin, on peut avoir, surtout au niveau de l'infrastructure, du coup, il y a des bonnes practices. Donc, je sais qu'il y a eu un talk sur l'infra as code ce matin. Typiquement, l'infra as code, ça résout aussi des problèmes de sécu parce que tu n'as plus forcément besoin de connaître les passwords de BDD. Donc, tu peux mettre des trucs un peu random et tu n'as plus besoin de les gérer. C'est sympa parce que du coup, si tu ne connais pas ton mot de passe, techniquement, on ne peut pas te le voler. Et ça aide beaucoup. C'est bête, mais ça aide beaucoup parce que moi, je le vois en tant que pentester, on pète le compte mail de la secrétaire et puis en fait, on voit que les mots de passe, ils se les envoient par mail, quoi. Donc à ce moment-là, c'est compliqué, on va dire, quoi.
Après, pareil, du coup, à ce moment-là, sur infrastructure, on peut commencer à mettre du YAST et du DAST. Mais comme je l'ai dit, bon, si on est vraiment courageux, on met du YAST. Si on est moins courageux, on met du DAST, mais ça sera plus verbeux. Après, on peut avoir tout ce qui est sur du coup, nos cloud providers, les clouds publics ou privés. On peut avoir, par exemple, tout ce qui est l'IAM et tout ça. On définit vraiment des service accounts et des rôles, des trucs comme ça. Et manager aussi toutes les interactions qu'il peut y avoir. Ça, c'est super intéressant d'avoir une très bonne config cloud parce qu'en fait, c'est tout l'enjeu du cloud. C'est cool d'avoir aussi de scale et tout ça et de détruire les ressources, les recréer. Mais on peut avoir vraiment, en fait, on peut reposer un petit peu notre sécurité sur le cloud provider tout en nous lui donnant les bons éléments pour qu'il définisse cette sécurité-là. Et enfin, après, le meilleur truc pour quand on est sur l'étape d'infra, c'est de faire appel à des professionnels aussi, qui du coup testent l'application, la sécurité. Et généralement, c'est une autre vision aussi que juste avoir la vision DevOps. Et je pense que ça peut bien se corréler les deux, quoi. Il faut juste faire rentrer la sécurité dans le process et les tests de pénétration dans le process. Je ne sais pas combien de temps on est, mais je pense qu'on doit être à 35 minutes. Donc, 25 ? Ok. Ouais. Donc, on va passer directement sur la petite démo, sur du cube. Alors, démo qui ne marchait pas jusqu'à ce matin, mais elle marchera, vous inquiétez pas. Alors, est-ce que j'ai accès On va faire passer ma souris là. Hop. Ah. Et non, loupé. Ok. Donc, pour montrer l'application, normalement, elle tourne ici. Non, pas ici. Ici. Ok. Cool. Bon, du coup, moi et mon assistant, ChatGPT, on a développé une application. Et l'idée, voilà, c'est qu'on voulait, on se disait, on veut voir si nos applications ou autres trucs sont down, ou est-ce que c'est juste Mako qui fait de la merde, ou elle est down pour tout le monde, tout ça, quoi. Et du coup, bah, on a une application checker, quoi. C'est cool, on peut mettre l'URL de l'application, on peut checker directement si elle est down ou up. La base des bases, quand on est là-dessus sur un pentest, c'est de se dire, bah, ok, on va tester juste comme ça, quoi. Ça fait quoi l'application? Et on l'utilise en fait totalement normalement pour se dire, bah, on va voir, quoi. Donc, nous, on va ping, j'en sais rien, polycloud.fr. J'espère que ça marche, parce que si ça marche pas... Là, je l'ai bien écrit, hein. Ouais, .fr. Ok, on fait un check. On voit que ça charge. Bon. On voit que dans notre petit terminal, alors ça, je l'ai fait pour des raisons que ce soit un peu plus explicite, tout ça, mais en fait, il y a des applications, ça marche vraiment comme ça derrière, mais juste, il n'envoie pas tout en RAW, quoi. En fait, on se rend compte qu'en fait, le mec, il a juste ping... Ah, vous voulez zoomer? Ah. Là, c'est bon? Ok. Donc, ouais, là, il a juste ping polycloud et il s'est dit, ok, c'est bon, le truc, il a répondu, donc c'est... Bon, c'est un niveau très très débutant, mais c'est ChatGPT, quoi. Non, je rigole, c'est moi qui ai codé. Donc, ouais, c'est méga dur. Hein. Mais bon, il nous répond, ok, c'est bon. Là, moi, en tant que pentester, je vois directement le truc. Mais après, ça peut ne pas sauter aux yeux du coup, mais c'est là où c'est intéressant de faire profiter la culture. C'est que, bon, pour être explicite, on voit qu'il effectue juste le ping polycloud, mais c'est en fait, notre application, elle exécute du script bash, quoi, derrière. C'est obvious. Et à ce moment-là, ce qui est sympa, pour vérifier notre théorie, c'est de foutre du script bash. Donc on va laisser notre polycloud parce que je l'aime bien. Et on va mettre, je sais pas, allez, ls, quoi. Vas-y. Du coup, on lance notre truc. Là, il doit être en train de ping. Ah, et là, juste en dessous, le mec, il nous a fait les deux commandes parce que le point virgule, c'est la concaténation, quoi, sur bash. Donc on peut mettre plusieurs commandes. Et du coup, là, ce qu'il a fait, c'est qu'ok, il a ping, et après, il a fait ls, quoi. Il s'est pas posé de questions. En vrai, c'est pas méga grave, quoi. Enfin, je vois pas ce que ça change qu'on puisse ls sur une application. Et ça, c'est sympa, parce que du coup, là, on a vérifié qu'il y avait vraiment une interprétation des commandes. Et maintenant, on va mettre notre casquette de pentester, quoi. Et on va se dire, c'est cool. Bah, maintenant, je vais me connecter directement grâce à ça sur le pod, parce qu'en fait, je vais lui dire, bah, tu ouvres une socket et tu te connectes, quoi. Alors, dans ce schéma-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire au serveur, connecte-toi à moi. Donc, je lui file mon IP, et lui, il se connecte à moi. C'est beaucoup plus simple, parce qu'au moins, je me fais pas chier avec les firewalls.
et parce qu'en fait, c'est toujours plus simple. Vraiment, faire un reverse shell, c'est toujours plus simple. N'essayez pas d'ouvrir le port ou quoi sur le truc, parce que déjà, c'est cramé, et puis après, ça peut ne pas être autorisé ou quoi. Alors que le reverse shell, c'est lui qui se connecte, tout est open bar, quoi. Hop, donc à ce moment-là, comment je vais faire ça? Alors, il va falloir... Non, je pense que je peux le faire passer. Et de l'autre côté? Ok, là, ce que je fais, c'est que je prends mon shell et je vais dire, je vais utiliser netcat, donc juste... Ouais, je vais zoomer, ouais. Voilà. Donc, très bonne idée. Là, c'est bon? Un petit peu plus? Un petit peu plus? Vous voulez pas zoomer le projecteur? Mais on va mettre du coup, netcat, on va dire tu écoutes sur le port 9001. Alors ça c'est arbitraire, hein, c'est parce que j'ai mon port 9001 de disponible. C'est un des rares. Non, enfin, non, c'est pas un des rares. Mais... on prend le truc et... Ah ouais, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, mais on peut faire un truc qui est super cool. Alors, du coup, il est où mon shell? Il est là. Hein. On va cancel. On a envie de savoir qu'est-ce qui pourrait y avoir disponible quand même, parce que moi je connais l'application, mais c'est pas le cas normalement quand on fait un pen-test. Du coup, on veut savoir un petit peu, avoir les informations comme je le disais. Donc là, on peut faire un curl-I majuscule, L majuscule avec notre truc. Et c'est cool, il nous renvoie en fait les headers directement. Là, dans les headers, si on regarde ligne 2 direct, bah ouais, c'est un workzerg, bon, je sais pas ce que c'est, mais c'est le Python 3.9 en fait. Donc ça, c'est cool parce que je sais qu'il y a Python sur la machine. Je vais donc spawn, alors il faut que je recontinue le nc-l en 9001. Ok, il n'y a pas de typo, on écoute là. Et là, je vais vous mettre... Alors là, on espère que ça marche direct, sinon bah, la démo ne marche pas et on arrête le talk MDR. Là, j'ai spawn une super ligne qui dit en Python 3, tu me compiles à la volée le truc, tu utilises socket et ce process. En gros, tu me démarres une socket avec, qui se connecte sur cette IP-là. Alors, ça ne sert à rien d'essayer de faire un truc avec l'IP, c'est une IP interne, hein, enfin locale. Et sur le port 9001. Et après, ce que tu me fais, c'est que enfin là, c'est tout du code de Python un peu shorté pour dire, tu me spawns un shell, quoi. Et du coup, le mec, après, il utilise son shell, il lui dit, tu m'importes petit et tu me fais spawn un bin bash, comme ça, j'ai un shell bash, quoi. Allez, on va lancer ça. Alors, je sais pas si ça l'a lancé, là, du coup. Hein, là, ça le lance. Et il faut retrouver le shell. Il est où, le shell? Il est là. Ah, ouais. Et du coup, voilà, ce qui est super cool, c'est que là, actuellement, bah, du coup, le mec, il est venu nous dire bonjour, quoi. Si je fais ça. Là, vous voulez que je zoome un peu plus ou pas? Ça va? Ça a l'air d'aller. Donc là, on a maintenant notre... Quoi? Plus? Ok. Ah, j'ai pas entendu, oui. Bon. On se comprend pas. Je sais pas où est ma souris. Elle est là. Ah bah, je peux pas. Je crois que je suis au max. Ah, en vrai, ça va le faire. Donc là, on est connecté, comme on voit, root, web, app, un truc bizarre. Et on est sur le slash app. Si on refait un ls, on voit qu'on est on est bien sur notre application. C'est cool. En vrai, on pourrait aller à ce moment-là chercher dans le code source et tout, mais vu que c'est mon assistant et moi-même qui avons fait le code, bah, il n'y a rien à trouver dedans pour l'instant. Par contre, ce qu'on peut regarder qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce qui se passe généralement dans un pentest, c'est que du coup, bah, allez, on va check un peu tout ce qu'il y a sur notre application. Donc pour ça, on va taper un env, on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Sans surprise, c'est du cube. Sans surprise, il y a du Python. Après, là, comme ça, à la volée, je vois pas des trucs... c'est vrai que j'avais même pas tapé la commande avant, mais... Il n'y a pas l'air d'avoir des trucs méga intéressants, si ce n'est qu'il y a quand même l'air d'avoir pas mal de cubes, tout ça. Et du coup, ce qui est méga cool, c'est que... alors, spoiler, moi je le sais parce que voilà, avec mon assistant, on a fait l'application, mais... Sinon, de base, on va essayer de chercher un peu partout sur le serveur, notamment dans tout où il pourrait y avoir des bins, donc des binaires, que ce soit dans user bin directement ou user local bin, tout ça. On va chercher un peu tout ce qu'il peut y avoir. En gros, tous les binaires qu'on peut utiliser. Généralement, moi, volontairement, j'ai mis en binaire un kubectl, voilà, sur le truc. Normalement, ça n'existe pas. Hein. On est d'accord qu'il n'y a personne qui va être assez fou pour foutre un kubectl dans son conteneur. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le télécharger.
Parce que normalement, le kubectl, c'est juste un binaire, c'est-à-dire que je fais un wget sur le truc et je télécharge kubectl. Et en fait, ce qui est beau, c'est que vu que j'ai mon kubectl, bah, je peux en fait interagir avec et surtout, comme je suis sur un pod qui a été méga mal configuré, bah, je peux utiliser des commandes de kubectl sur le pod et ça va m'utiliser mon cluster, quoi. Ça va m'authentifier en tant que le pod. Il faut faire attention parce que du coup, de base, le pod il n'a pas trop d'accès sur le cluster, mais dès qu'on custom quoi que ce soit, en fonction du rôle qu'on lui donne, du coup, il a accès. Alors, la base des bases, c'est de regarder du coup sur kubectl, l'htab, ouais. Donc, on va lui demander en fait tout simplement qu'est-ce que je peux faire sur un cluster. Donc avec ça, on utilise auth et canaille. On lui demande de lister. Ok, là on a un truc un peu sorcier, mais en vrai ça va. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve, en tout cas de qu'est-ce qui diffère d'un cluster normal, quoi. On voit qu'on peut lister les pods, qu'on peut lister les service accounts, on peut lister les rôles, on peut lister les role binding, et tout en haut, on peut créer une pod exec. Ça, c'est très intéressant. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc là, forcément, je fais un kubectl getPod. Je regarde un petit peu ce qu'il y a. Bon, forcément, j'ai fait un cluster qui était minime parce que sinon, c'est incompréhensible. Mais là, on a deux pods. On a le pod où on est nous et on a un pod de monitoring. Je ne sais pas ce qu'il fout là, mais on va le voir. Du coup, on peut faire aussi un kubectl get service account. Là, on voit que bon, il y a un rôle développeur sur le cluster, un rôle monitoring. OK. Et du coup, si on essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe, on fait un kubectl describe pod. Et à ce moment-là, du coup, on va voir, allez, on remonte tout en haut, notre premier pod. C'est celui-là. Ouais. Et là, vous le voyez. Donc on a le monitoring pod qui, obviously, il a le service account monitoring. Alors on ne sait pas trop ce qu'il y a sur le service account monitoring actuellement, mais on peut se dire que c'est intéressant. On n'a pas de... Alors, chose drôle, on aurait des variables d'environnement avec des trucs qui leak, on les verrait là, hein. Mais j'en ai pas. Ensuite, on a notre pod du coup qui est la web app, et on voit que notre web app, il a le rôle développeur essay. Bon, déjà première erreur. Là-dessus, il y a déjà plusieurs erreurs. Il y a qu'on n'a pas utilisé, si on reprend sur le début et ce qui s'est passé, je dois être combien en temps là? Je suis à 10 minutes, non? Un truc du style. Ouais. Donc, si on fait un rapide brief, déjà, il y avait une injection de commande. Ça, un outil de SAST ou de DAST, ça l'aurait vu, YAST aussi. Quand on a ça, il y avait aussi les headers qui étaient du coup disclose. Ça, en vrai, le développeur, avec un petit peu de culture et juste en étant prévenu qu'il fallait cacher ce genre de header, on aurait pu enlever. Une fois qu'on a accès à notre cluster, bah déjà on est connecté sur notre pod, et notre pod, on est en train de taper DLS, des kubectl, on lui a téléchargé kubectl sur le pod et il ne bronche pas. Alors que là, avec une pod policy, typiquement, on pourrait dire, quand il tape ce genre de truc, le gars, tu kills le pod instant. Ça aurait fermé la connexion, et moi j'étais niqué, quoi. Enfin, j'aurais pu reconnecter un pod, mais il aurait été niqué à chaque fois. Et il n'y avait plus trop de possibilités de monter. Mais là, vu que c'est open bar et que c'est cool, on a notre pod monitoring, on a le pod où on est là. Le pod où on est là, on l'a vu, bon, il n'y a pas grand-chose, mais il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on peut faire du exec. Et le exec, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut lui dire, bah ok, exécute-moi une commande, mais sur un autre pod. Alors à ce moment-là, je lui dis, bah, mon frérot, tu vas me poser une commande qui est bin bash, donc tu m'ouvres en fait un shell bash sur le pod monitoring. Et là, si on voit bien la petite différence, c'est qu'avant j'étais root du web app truc, mais là maintenant je suis root du monitoring pod, ce qui est un peu plus, peut-être plus agréable. Moi j'en sais rien en l'état actuellement, mais là même process, on fait un kubectl auth can I et on va le list, tac, ok. Et là c'est un peu plus cool parce que si on regarde cette ligne là. En fait, on a create, get et list sur tout. Donc, en fait, le truc monitoring, il avait besoin sûrement de droits et tout. On n'a pas voulu faire un airbag atomique, donc on lui a dit, vas-y, tu fais tout ce que tu veux. Et ça, c'est sympa, parce que vu qu'on peut créer tout, avant, on pouvait juste lister et get des pods. Maintenant, on peut en créer. Et on utilise Docker en tant que root sur la machine, j'imagine. Ou en tout cas, là, on est root dans le conteneur. Donc, on va pouvoir faire des trucs. À ce moment-là, on va
mettre un petit fichier. En fait, alors là, même par rapport à avant, on pourrait avoir tout ce qui est les secrets et tout ça, parce qu'on a un get sur tout, hein, je précise, donc on pourrait aller voir toutes les config maps, tout ça. Mais là, c'est pas notre truc d'aujourd'hui. Je vais zoomer aussi, je suis zoomé au max, on dirait, ouais. Donc là, je vais faire un hx de exploit. Ok, ça, vous voyez, c'est une config d'un pod Kubernetes qui en fait qui est très simple. C'est tu me prends le slash sur le nœud, sur le qualité, et tu me le montes, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tu crées un pod où tu es monté sur le nœud, et tu peux accéder du coup à tout ce qu'il y a sur le nœud. Alors dans notre cas, moi j'ai monté le truc sur un minikube parce que c'était plus simple. Donc en fait, on a directement monté le node root qui est le minikube, et comme il n'y a qu'une seule instance, mais dans un cas où ça serait sur un vrai pentest et tout, du coup il faut le faire sur plusieurs nœuds, il faut essayer de changer de nœud et tout ça, mais c'est pas impossible à faire. Et donc dans les specs de notre pod, on lui dit, allez, tu me montes une Debian Buster de base, tu mets en security context qu'il est full privilégié ton pod, et après tu lui dis, je monte mon slash host sur le slash du host, du coup en l'occurrence, et après tu m'exécutes un bin sh tout le temps. Comme ça, pareil, quand on l'exécute, on est bash sur la machine. Ce qu'on va faire, du coup, alors j'imagine que si je fais ça, non, ça marche pas. Ah, ouais, tac, un peu sale, j'arrivais pas à faire le bail. Ah non, ouais, non. Alors, vous allez me faire méga confiance, mais je vais copier-coller le code ailleurs. Parce qu'on va retourner sur notre, donc là on est sur notre pod, pas de souci. Et on va lui dire, en YML. Donc là, on va créer juste un fichier YAML. Hein. C'est cool parce que vu qu'on est root sur Docker, on peut créer des fichiers où on veut et tout. Ça, je le mentionne pas, mais en l'occurrence, peut-être qu'on n'aurait pas eu les droits de créer des fichiers, on serait déjà un peu plus chiant. En tout cas, ça aurait fait perdre du temps. Mais là, c'est pas notre cas, donc on les remercie. Je prends mon code, hop, je fais un CTRL-V, j'écris. Normalement, si je fais un cat de mon exploit, alors ouais, ça c'est vrai qu'on peut plus tab. Ok, bon, il a l'air bien. Ouais, il est entier. Et du coup, cube CTL. Putain, j'ai plus la commande là. Oh. Apply. Je commence avec un A et après j'ai douté. Il faut jamais douter. Exploit.yaml. Et là, il nous dit pod created. Donc là, c'est cool. Maintenant, comme on l'a fait juste avant avec la manip, parce qu'on a le droit à tout, on a toujours le droit de faire notre exec. Hop, on lui demande un interactif sur notre exploit pod. Ça, c'est juste le nom du pod qu'on avait donné dans le fichier de config. Je précise pas là-dessus. Là, ce qui est cool, c'est qu'en plus, vu qu'il n'y a pas de cluster policy, on ne vérifie pas que le conteneur soit signé, là, on a monté un conteneur comme ça, quoi. S'il y avait une demande de signature, on était niqué, parce qu'en fait, on n'aurait pas signé notre conteneur, on n'avait pas la clé. On fait ça et on croise les doigts. Et voilà, on est sur le root minikube. Et à ce moment-là, si on fait un petit ls, donc on voit que là, on a notre root système basique, sauf qu'il y a un host, un slash host là. J'imagine que si je fais un sled dans le slash host, et que je fais un ls, ouais, là, cette fois, c'est un root qui est différent. Et en fait, qu'est-ce qui se passe si on prend le truc de tout ça, c'est que on vient de devenir root sur le nœud principal, et en plus, on a accès à tout ce qu'il y a. Donc on pourrait à ce moment-là aller lire les trucs, j'en sais rien, s'il y a des clés, s'il y a des trucs, parce qu'on peut faire moins gaffe quand on est sur le nœud à ce qui se passe en fait, aussi sur le nœud. Et tout ça pour montrer qu'en vrai, avec peut-être un petit peu de culture et de formation en interne sur les développeurs, les ops ou les DevOps, en vrai, on aurait pu quand même counter 300 fois l'attaquant. Mais là, vu qu'on a tout fait sans se poser trop de questions, et puis normalement, vu que c'est du cube, que c'est du cloud, c'est du DevOps, ça marche forcément bien, il n'y a pas de problème. Là, on voit que c'est pas trop le cas finalement, quoi. Et si je me reprends du coup... c'est malin, je vois pas où c'est. Hop. Non, c'est pas grave. Ouais. On reprend notre petit slide. Pour finir avec la phrase de fin, du coup.
c'est que la question, en cybersécurité en tout cas, la question, ça sera jamais est-ce que je vais me faire pirater ou est-ce que je vais pas me faire pirater. La question qu'il faut se poser, c'est quand on va se faire pirater. Parce que ça arrivera en fait. Il y aura forcément un moment où ça va arriver. Et peut-être que ouais, ça arrivera tard, peut-être ça arrivera tôt, mais ça arrivera. Donc posez-vous pas la question du est-ce que, posez-vous quand. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie. On a le temps pour 2 questions. Et je prendrai bien sûr après s'il y a besoin pour parler. Il y a des questions. Est-ce qu'on m'entend bien? Nickel. Ouais. Il y avait quelque chose que je me suis demandé dans Non, le c'est bon, métier. C'était, est-ce que c'était fréquent lors de la phase de reconnaissance que vous receviez des fausses informations? Par exemple, tu tu avais veux mentionné dire la phase de stride où par exemple, tu peux voir que c'était une appli Python derrière. Oh tiens, je vais te dire que c'est une appli PHP, on verra bien ce que ça donne. C'est pas une protection, hein, mais je Alors, sais que ouais, je me demande s'il y en a qui ont fait ça. Ouais, alors c'est tout con, mais oui. Il y en a qui l'ont fait, et du coup, pendant 2 jours, on était en train de tester si c'était vraiment du Ruby, et c'était pas du Ruby, quoi, tu vois. Donc, et au bout d'un moment, tu te rends compte, tu vois, tu fais 2-3 trucs, ou sinon, c'est qu'à un moment où il leak l'information sans le faire exprès. Mais tu vois, on était là, ça c'est bizarre, on a fait tous les trucs, il n'y a rien. Alors peut-être que c'est robuste ou quoi, mais en fait, non, ouais, franchement, tu peux faire perdre énormément de temps à un attaquant par rapport à ce genre de mécanisme-là. Après, sinon, les mecs, quand ils te payent assez cher en fait pour que tu testes leur sécurité, ils vont pas essayer de te faire perdre masse de temps non plus sur ces trucs-là. Oui, oui. Et ils vont te dire bon, on a fait ce piège-là, mais tombez pas dedans vous, allez à l'essentiel quoi. Mais ça arrive. Ok, merci. Une autre question peut-être? La dernière? Non. Bon, si on est clean comme ça, tant mieux. Hein. Bravo Léo. Ouais. Merci bien. Du coup, il me semble, on enchaîne avec le goûter. Pause goûter. C'est ça. Pause de 20 minutes pour le goûter. Et puis après, dans cette salle, on a les OIDC, pratique OIDC, un super speaker qui était à la Sony Tech. Et on a Alexandre Gomez, qui est organisateur, qui nous parle de faire une application, un déploiement d'application avec GitOps. Voilà. Rendez-vous dans 20 minutes.